Le mari de ma sœur m'a traité de mendiant devant toute la banque. Il a ri de ma demande de 100 euros. Je l'ai fusillé du regard et n'ai rien dit. Puis j'ai retiré 1 milliard d'euros, la pièce s'est figée. Salut, je suis Delphiné. Je suis arrivé 15 minutes en retard, le voiturier ne m'a pas reconnu et m'a demandé 2 fois qui je venais voir. J'ai marmonné quelque chose à propos d'une réservation au nom des Moreau et il m'a tendu un ticket comme si j'étais une étrangère s'invitant à la fête de quelqu'un d'autre. Le restaurant était fait de verre, de laiton et de trop d'ombre, le genre d'endroit où les gens choisissaient d'être vus, pas de manger. J'avais à peine mis les pieds à l'intérieur que l'atmosphère changea, refroidie non par la température mais par la reconnaissance, ou plutôt son absence. Personne ne leva les yeux de sa table, personne ne fit signe, pas de sourire. Le maître d'hôtel me jeta un coup d'œil comme pour vérifier une erreur. Je passai devant le bar, cherchant un visage familier et aperçus la salle à manger principale derrière une arche dorée. Là, ils étaient, les Moreau, riant, sirotant du vin, parfaitement posés comme dans un magazine. Ma sœur Solange était assise près du centre, rayonnante dans une robe fourreau bleu marine, son mari Laurent à ses côtés avec ce sourire forcé qu'il portait comme une armure. Leur fille, ma nièce, se pencha en avant, murmurant quelque chose avec un ricanement. Alors que je m'approchais, ce ricanement se transforma en mots. « C'est elle », dit la jeune fille sans prendre la peine de baisser la voix, celle que maman aide comme une œuvre de charité. Je m'arrêtai net. Mes talons claquèrent trop fort sur le parquet lustré. Je souris instinctivement, de la même manière que l'on sourit quand quelqu'un vous marche sur le pied mais que l'on est trop poli pour crier. Personne ne se tourna pour me saluer, pas même Solange. J'approchai le serveur le plus proche, essayant de garder ma voix basse et stable. « Bonjour, je crois qu'il devrait y avoir une place pour moi à la réception des Moreau. » Il hésita, regarda vers l'arrière, puis Laurent arriva. Il se déplaçait avec détermination, sans grâce, le genre d'homme qui parlait d'abord et réfléchissait ensuite. « Delphine, dit-il d'un ton que l'on réserve aux chiens du voisin qui n'arrêtent pas d'aboyer. »« Je ne t'attendais pas, j'ai répondu, dis-je doucement. » Il rit, pas fort, mais assez. « Peut-être la prochaine fois, confirme avec quelqu'un qui compte. » Puis, plus fort, aux serveurs, aux invités, à toute la salle, il déclara, comme un verdict, « Nous ne servons pas les mendiants. » Peut-être devrait-elle aller voir le refuge en ville. Des rires suivirent, étouffés, polis, mais des rires tout de même. Je ne tressaillis pas, je ne pleurai pas. J'ai simplement hoché la tête et suis passé devant lui comme si j'avais été en route pour les toilettes tout ce temps. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles, mais mon visage, ne trahissait rien. Personne ne me suivit. J'atteignis un coin tranquille à l'arrière, près d'une fenêtre qui ne donnait sur rien. Je fixai le verre, ne voyant que mon reflet, trop apprêté pour être plein, trop invisible pour être accueilli. Ils avaient déjà fait cela auparavant, de manière plus discrète, les invitations manquaient, les photos sans moi, les messages de groupe auxquels je n'étais jamais ajouté. Mais cela, c'était différent. C'était une déclaration. Je pensais à ma mère, et à la façon dont elle disait toujours, « La famille vous soutient quand le monde vous tourne le dos. » Elle n'avait pas vécu assez longtemps pour voir cette version de la famille. Ou peut-être l'avait-elle vue et avait choisi de détourner le regard. Je restai immobile pendant ce qui me sembla des années, assez longtemps pour entendre des toasts dont je n'étais pas partie prenante, pour sentir l'odeur du canard rôti que l'on ne me servait pas, pour sentir le poids d'une carapace s'installer dans mes os comme une seconde peau. Quand je me décidai enfin à partir, je ne fis pas de scène, cela leur aurait donné trop de crédit. Je sortis dans l'air frais de Marseille et marchai vers ma voiture, mes talons tapant un rythme qui ressemblait plus à une retraite qu'à une victoire. Dans le calme de mon siège conducteur, je fouillai dans mon sac à main et le trouvai, une petite enveloppe que j'avais reçue des mois auparavant, scellée, intacte. J'avais presque oublié qu'elle était là, mais ce soir, je la tenais comme une arme. Pas encore, murmurai-je à personne. Je ne suis pas rentré chez moi, je ne pouvais pas. Au lieu de cela, j'ai conduit sans but dans des rues familières jusqu'à me retrouver au bord d'un lac des environs de Marseille. Il était presque vide à cette heure de la nuit, juste le léger bruissement des feuilles et l'éclat lointain de la silhouette du centre-ville, regardant de loin. Je me suis garé et j'ai marché le long du chemin de gravier, mes talons s'enfonçant légèrement dans la terre molle, m'ancrant quand rien d'autre ne le faisait. Pas besoin qu'on vous dise que vous n'êtes pas désiré, parfois, ils ne vous font juste pas de place. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête comme un hymne. Ce n'était pas la première fois que je me sentais ainsi, invisible dans une pièce pleine de gens avec qui je partageais le même sang, mais ce soir, ça faisait plus mal.
Peut-être était-ce la façon dont la voix de ma nièce résonnait si négligemment, ou peut-être la façon dont Laurent avait dit ce qu'il avait dit avec cette certitude suffisante, comme s'il savait que personne ne l'arrêterait. Il avait raison, personne ne l'a fait. Je me suis assise sur un banc usé, j'ai croisé les bras et j'ai regardé l'eau sombre. Mon esprit s'égara vers le début de cette semaine, peut-être jeudi. L'assistante de Solange avait déposé un nouvel album photo de famille, livré en main propre dans une épaisse boîte blanche attachée avec un ruban de satin. Je ne l'avais pas demandé, je ne savais même pas qu'il existait. À l'intérieur se trouvaient des pages de perfection glacée, vacances, anniversaires, voyages, le tout méticuleusement étiqueté et légendé. Je les feuilletai lentement, non pas parce que je voulais revivre quoi que ce soit, mais parce que j'avais besoin de confirmer ce que mon instinct soupçonnait déjà. Dans chaque photo où j'aurais dû être, quelque chose n'allait pas. Dans l'une, j'étais flou à l'arrière-plan tandis que la famille de Solange posait au premier plan. Dans une autre, mon visage était complètement recadré, seule ma main visible, posée sur une chaise. Et puis, la dernière page, une double page avec le titre « Les Moreau, notre héritage ». Il n'y avait aucune mention de moi, pas de tante, pas de sœur, pas même une note de bas de page. Ce n'était pas un oubli, c'était une révision. J'ai laissé l'album sur ma table de salle à manger pendant des jours, non ouvert, jusqu'à ce que le dîner de ce soir-là me rappelle ce que ça faisait d'être effacé de sa propre histoire. De retour au restaurant, quelques heures plus tôt, j'étais arrivé à l'heure pile. J'avais l'email de confirmation imprimé et mis en favori. J'avais même apporté un cadeau pour l'hôtesse parce que je ne voulais pas être le problème, la parente amère, celle qui ramène tout à elle. Mais quand je me suis approché du membre du personnel près du bureau de réservation, elle a semblé confuse, a tapoté sur son iPad, a penché la tête. « Je suis désolé, madame, votre nom n'est pas sur la liste confirmée. » « Non, j'ai répondu il y a des semaines, dis-je, ma voix glissant déjà dans ce registre trop gentil que les femmes utilisent pour ne pas paraître difficile. J'ai l'email ici. Elle n'y a même pas jeté un coup d'œil, a juste offert ce sourire d'entreprise répété et a dit « Laissez-moi vérifier avec la famille. » Elle ne l'a jamais fait. Il n'y avait pas de chaise avec mon nom, pas d'assiette, pas de serviette pliée juste pour moi. Seulement un vide, comme si l'espace que j'occupais autrefois avait été rempli par quelqu'un d'autre et que personne n'avait pensé à me le dire. Je me souviens d'avoir regardé de l'autre côté de la pièce tandis que Laurent portait un toast à sa belle-mère, les rires, les verres levés, et Solange ne regardant pas une seule fois dans ma direction. Elle ne m'ignorait pas, elle prétendait que je n'existais pas. C'est une sorte de cruauté subtile, celle qui ne laisse pas de bleu mais qui s'incruste dans votre posture, votre voix, votre sentiment d'appartenance. Était-ce nouveau ou cela s'était-il construit pendant des années? Avais-je simplement été trop pleine d'espoir, trop indulgente pour ne pas le remarquer? J'ai pensé au fait passé où mon nom n'était pas inclus dans les discussions de groupe, où des photos étaient publiées avec des légendes comme « Tout le monde est venu ». Même si j'étais bel et bien là. Je me souvenais d'être présenté lors d'événements comme la sœur cadette de Solange et rien de plus. Et soudain, ce n'était plus seulement ce soir qui faisait mal, c'était chaque petite omission empilée comme des briques jusqu'à ce que le mur autour de moi soit complet. La vérité m'a frappé, dure et silencieuse, il ne m'oubliait pas, il m'effaçait. Je suis rentré chez moi en silence, pas de musique, juste le bourdonnement des pneus et la douleur de la clarté intérieure. Je n'ai même pas pris la peine d'enlever mes chaussures. Je suis allé directement à la bibliothèque et j'ai commencé à tirer des tiroirs, cherchant quelque chose que je n'avais pas touché depuis des années, de vieux dossiers, des enveloppes, un classeur avec des documents que j'avais autrefois enfouis sous le sentiment, des contrats, des signatures, des enregistrements que je n'étais pas censé avoir mais que j'avais gardés de toute façon, car une partie de moi a toujours su. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je suis resté assise par terre, des papiers étalés autour de moi comme une carte de tout ce qu'ils avaient essayé de me prendre, tout ce qu'on m'avait dit ne pas avoir d'importance. Si je n'ai pas de place à leur table, murmurai-je, j'en construirai une qu'ils ne pourront ignorer. Cette nuit-là, j'ai cessé de faire le deuil d'une famille, j'ai commencé à en auditer une. L'horloge brillait juste après minuit, mais je n'étais pas fatigué. Mon corps me faisait mal du poids de la prétention, de rester droite dans un endroit qui ne m'avait jamais invité à m'asseoir. J'ai troqué mes talons contre des chaussettes et mon silence contre la curiosité. Je me suis tenu dans le couloir de mon appartement, fixant le placard du couloir, l'étagère du haut, coin droit. C'est là que je l'avais enterré, à l'intérieur d'une boîte abîmée étiquetée « Impôt 2009 ». J'ai trouvé ce que je cherchais, le dossier vert.
C'était l'un de ces classeurs fragiles que l'on trouve dans les magasins de fournitures de bureau, mais à l'intérieur se trouvaient des pages qui avaient autrefois tout signifié, les documents originaux de succession de ma mère, scannés, imprimés, annotés de ma propre écriture de la semaine de son décès. Je me suis assise par terre et j'ai commencé à tout relire. Le testament original avait une section, la section 4, qui me laissait une partie du patrimoine familial, spécifiquement. Mon nom y était tapé clairement, sans faute de frappe, Delphine Meunier. Pas une sœur, pas une nièce, pas une bénéficiaire vague, juste moi. Mais quelque chose n'allait pas. Je me suis souvenu des funérailles, de l'avocat qui avait lu le testament révisé. La version qu'il avait lue n'incluait pas la section 44, et la signature de cette copie, elle était datée et notariée des semaines avant l'hospitalisation de ma mère. Mais aux funérailles, la signature datait de 3 jours avant sa mort. J'ai fixé cette chronologie, le cœur battant, et une nouvelle anxiété s'est installée. Ce n'était pas juste une omission, c'était une modification. À 2 heures du matin, j'avais sorti mon ordinateur portable et rédigé un email, non pas à Solange, non pas à Laurent, mais à quelqu'un qui comptait vraiment, Camille Dubois, une parajuriste qui travaillait autrefois pour l'avocat de ma mère. Je l'ai fait court, Camille, sais-tu si des révisions ont été apportées au testament de ma mère au cours des 30 derniers jours avant son décès? J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir me rétracter. Le sommeil vint par vagues interrompues, par le bruit de mes propres pensées galopant dans l'obscurité. Au matin, une réponse m'attendait dans ma boîte de réception, Delphine, vous voudrez peut-être vérifier les journaux d'accès, quelque chose a été modifié à distance un samedi soir. C'est tout ce que je peux dire. Je l'ai lu 2 fois. Samedi soir? J'ai attrapé mon agenda, oui, j'en utilise toujours un, et je suis revenu en arrière. Ce week-end-là, j'étais à Montréal pour un voyage d'affaires, pas de réception de téléphone pendant 2 jours car j'avais stupidement laissé mon forfait de données internationales désactivé. Je ne savais même pas que maman avait été placée en soins palliatifs cette semaine-là. Je suis rentré chez moi pour la trouver déjà enterrée. Et pendant ce même week-end, quelqu'un avait modifié le testament. Je n'avais pas à deviner qui. Le lendemain matin, je me suis rendu à la maison Moreau. Solange était sur la Côte d'Azur, pour une retraite bien-être dont elle avait parlé quelques jours plus tôt. Cela signifiait que la femme de ménage serait la seule à la maison, et elle m'aimait toujours bien. Marine me laissa entrer sans un mot. Je lui ai dit que je venais chercher des livres que maman m'avait promis. Ce n'était pas un mensonge. J'ai erré dans les couloirs, faisant semblant d'être perdu dans mes souvenirs, jusqu'à ce que j'atteigne le mur des portraits. L'histoire de la famille était organisée comme un musée, chaque photographie encadrée d'or, parfaitement alignée. Les Moreau à travers les années, lisaient une légende. Nos fondateurs, lisaient une autre. Mais dans toutes, j'étais un fantôme. Dans une photo des années 90, j'étais partiellement derrière Solange, mes cheveux coupés. Dans une photo de Thanksgiving, seules 3 assiettes étaient visibles, bien que je me souvienne distinctement d'y avoir été. Dans une autre, Solange tenait un bébé, ma nièce, et j'étais sur le côté, flou, à peine dans le cadre. Puis je l'ai vu, le mur de l'héritage. 6 portraits massifs imprimés sur toile. Solange et Laurent au centre, les bras autour l'un de l'autre, leur fille, les parents de Laurent et enfin leurs beaux-parents. Je n'étais nulle part, pas même dans la légende, le noyau de la lignée Moreau. J'ai passé mes doigts le long du bord de l'un des cadres. C'était froid, coupant. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas cligné des yeux. Je suis juste resté là assez longtemps pour que Marine réapparaisse avec un sourire hésitant. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Presque, dis-je, je vérifie juste les archives. De retour chez moi, j'ai ouvert mon journal et écrit une seule phrase, ils ne m'ont pas oublié, ils m'ont supprimé. Puis, à côté, j'ai écrit la date de la révision du testament et l'ai encerclé 2 fois. Ils ont réécrit l'histoire et je les ai laissés faire. Et puis j'ai ouvert le dossier que j'avais juré de ne jamais utiliser. Les papiers étaient raides à force d'années de négligence. Je les ai étalés sur la table de la cuisine sous la lueur jaune de la suspension. Chaque document était une miette de pain menant à une version de ma vie où je croyais encore que le sang signifiait la loyauté, des noms, des chiffres, des procurations, des mémos, des termes légaux que j'avais autrefois lus à travers des lunettes embuées de larmes quand ma mère est morte, ne comprenant pas ce qu'il me prendrait avant même que je puisse faire mon deuil. Une froide détermination s'installa quelque part sous mes côtes, le genre de clarté que l'on obtient non pas du sommeil, mais de la réalisation que l'on a fini de demander gentiment. J'ai décroché le téléphone.
Je ne savais pas pourquoi j'avais appelé tante Lorraine en premier. Peut-être pensais-je qu'elle se souviendrait des choses telles qu'elles auraient dû être. Peut-être avais-je besoin que quelqu'un dise « ce n'est pas normal ». Elle a répondu au deuxième coup. Lorraine, c'est Delphine. Une pause. J'ai entendu dire que tu avais fait toute une scène au dîner. Je n'avais pas dit un mot cette nuit-là, mais j'ai laissé passer. J'ai juste une question, maman a-t-elle déjà mentionné avoir fait des changements à son testament? Quelque chose vers la fin. Elle a soupiré longuement et lourdement. Delphine, elle était mourante. Ce qu'elle voulait a cessé d'avoir de l'importance une fois que le médecin est intervenu. Mon cœur s'est serré. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Tu dois arrêter de fouiller dans ça, c'est honteux. Elle est à peine froide sous terre et tu cours déjà après l'argent. Je ne cours pas après l'argent, je cours après la vérité. Tu as l'air ingrate. Ce mot m'a fait plus mal que prévu. Ingrate, comme si la gratitude était le prix du silence, comme si je n'avais pas passé des années à me mordre la langue chaque fois qu'il me faisait me sentir comme l'obligation indésirable de la famille. Je suis désolé que vous ressentiez cela, dis-je, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse transformer un autre souvenir en arme. Appel suivant, le bureau de l'avocat. Une réceptionniste a répondu avec ce genre de gaieté neutre qui ne vient que d'un script. J'ai donné mon nom, j'ai demandé à parler à quiconque supervisait la succession de ma mère. Je suis désolé, dit-elle après un instant, nous avons reçu l'instruction de ne travailler qu'avec l'exécuteur testamentaire. Solange, dis-je sèchement. Oui, mademoiselle Moreau est notre contact désigné. Je suis une héritière directe. Il y eut une pause, puis d'une voix aussi clinique qu'un scalpel froid, pas dans le document final, mademoiselle Meunière. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas raccroché le téléphone brutalement, j'ai juste mis fin à l'appel et je me suis rassise dans ma chaise. Le silence à nouveau, le genre qui n'est pas paisible mais épais d'absence, le genre qui me poursuivait chez moi après les dîners de famille, s'accrochant à moi comme de la fumée. Je me suis retrouvé à marcher vers la petite boîte en bois sur ma bibliothèque, celle avec de vieilles lettres et cartes que je n'ai jamais jetées. À l'intérieur se trouvait une carte d'anniversaire de maman, écrite de son écriture penchée et bouclée, ne laisse jamais personne te dire que cette famille fonctionne sans toi. Je me souviens du jour où elle me l'a donnée. Nous étions assis sur son porche, ses doigts tremblaient déjà à cause des médicaments, mais sa voix était ferme. Ils pensent tous qu'ils sont en charge, disait-elle en sirotant son thé, mais ils ne tiendraient pas une semaine sans toi pour les nettoyer. J'avais ri alors, ri parce que je pensais que c'était de l'amour déguisé en sarcasme, mais maintenant cela résonnait comme un avertissement que je n'avais pas su entendre à temps. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas explosé de rage. J'ai ouvert une feuille de calcul, relevé bancaire, titre foncier, compte joint sur lesquels j'étais autrefois autorisé, mais dont j'avais été mystérieusement retiré. Chaque point de données était un clou dans le cercueil de leur version des événements. J'ai appelé ma banque, transféré mes économies dans un trust sous une nouvelle entité, organisé une réunion avec un conseiller financier à qui je n'avais pas parlé depuis avant le décès de ma mère, déterré le dossier poussiéreux marqué « Doc de fiducie 2016 ». S'ils allaient faire semblant que je n'existais pas, je m'assurerais que la terre sur laquelle ils construisaient leurs mensonges se souvienne exactement de qui possédait le sol en dessous. Ils m'ont enfermé hors de la maison, j'achèterai la terre sur laquelle elle se tient. Avant de me coucher, si l'on peut appeler 4h17 du matin, l'heure du coucher, j'ai enregistré un message vocal, calme, posé, mortel. Solange, je ne veux pas te combattre, mais si tu continues à faire semblant que je ne suis pas là, je deviendrai impossible à ignorer. Quand ils m'ont enfermé, ils ont oublié que j'avais encore les plans. 2 matins après ce dernier appel à Solange, je me suis connecté au tableau de bord d'une entreprise qu'ils avaient tous oublié que j'avais un jour touché, Aura Biotech, l'une des premières startups en laquelle j'avais cru il y a 10 ans. J'avais mis de côté un petit investissement en vivant de soupe en conserve et de café bon marché. Ils avaient ri à l'époque. Ce n'est pas ton domaine, avait dit Solange un jour. Laurent avait demandé à moitié en plaisantant, tu sais même ce qu'est la biotechnologie? Je n'avais pas besoin de savoir, j'avais besoin de croire en des gens qui construisent à partir de rien. Et maintenant, Aura Biotech approchait de son introduction en bourse, évaluée à un peu plus de 900 millions d'euros. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, le bourdonnement du ventilateur de mon ordinateur portable à peine plus fort que les battements de mon propre cœur. Je ne me sentais pas victorieuse, je me sentais concentrée. Il y a un genre de silence qui vient quand les chiffres parlent pour vous. J'ai commencé à organiser les prochaines étapes, 3 comptes offshore étaient déjà structurés, 2 SARL, toutes 2 liées à des fiducies à mon seul nom,
était restée dormante pendant des années jusqu'à présent. Je ne me précipitais pas, j'étais méthodique. Des lignes claires, pas de drame. Ils pensaient que j'avais besoin de leur table, je construisais déjà le terrain sur lequel elle se trouvait. Mon téléphone a vibré, un rappel de calendrier que j'avais réglé il y a 2 ans est apparu, vérifier les déclarations fiscales des partenariats de Dubreuil Participation. J'ai souri, presque amèrement, même mes rappels étaient plus loyaux que mon sang. J'ai fixé l'écran, mes doigts planant au-dessus du clavier. Puis, comme en tirant un fil d'une couture lâche, j'ai ouvert une chaîne de mails avec l'équipe juridique d'Aura Biotech. Objet, clarification d'accès au conseil au message urgent. J'ai besoin de la confirmation de la réactivation de mon siège. Initier également le transfert de tous les actifs d'investissement d'Aura Biotech hors de Dubreuil Participation, redirigez-les vers G3 Capital Gestion, avec effet immédiat. La réponse vint rapidement, compris, Mademoiselle Meunier. Action initiée. Vous conservez toujours les droits de vote majoritaire. Toujours retenir. Il ne m'avait pas tout retiré, pas encore. Mon souffle se coupa quand je me suis souvenu d'un déjeuner avec Laurent il y a 2 ans. Nous nous étions rencontrés dans un restaurant sur le toit, tout en panneaux de verre et salade hors de prix. Il était dans son élément, parlant fort, parlant grand. Nous n'étions pas proches, mais il avait toujours une façon d'envelopper la condescendance dans des compliments. Tu sais, avait-il dit entre deux bouchées, certains des contrats, je les ai juste mis à jour pour toi. Moins de soucis pour toi. Tu n'étais pas vraiment dans l'état d'esprit de gérer la finance à l'époque. J'avais hoché la tête, naïve. Je me souviens avoir pensé qu'il essayait d'aider. En y repensant maintenant, je voyais ce que c'était, le contrôle déguisé en préoccupation. Je me suis levé de mon bureau, me suis étiré, puis j'ai marché jusqu'à l'imprimante. Ma main ne tremblait pas alors que j'imprimais l'avis formel, avis d'intention de récupérer tous les investissements détenus conjointement, initiés par Delphine Meunier. J'ai glissé le document dans un dossier en papier craft, les coins acérés contre ma paume. Sur un post-it, j'ai griffonné quelque chose rapidement, je ne suis pas en colère, je suis éveillé. Avant que je ne puisse le classer, mon téléphone a vibré à nouveau. J'ai supposé que c'était une autre confirmation bancaire, mais non, c'était une invitation de calendrier. Objet, réunion du patrimoine familial héritage. Organisateur, l'assistante de Solange Moreau. Je l'ai regardé, mes lèvres se crispant en quelque chose entre un sourire et un rictus. Il pensait vraiment que c'était fini. Il pensait vraiment que je resterais silencieuse, accepterais les modifications, porterais la robe et sourirais sur les photos. Pas cette fois. J'ai tapé, accepté, et me suis murmuré, voyons comment ils se comportent quand ils pensent qu'ils ont déjà gagné. Au moment où ils ont vu ma main, le coup était déjà porté. Je me suis réveillé avant le lever du soleil. Mon corps me faisait mal, non par épuisement, mais par la retenue, la rage contenue trop longtemps se calcifie en quelque chose de plus aigu, de plus précis. J'ai attrapé mon téléphone, l'invitation à la réunion de succession me fixait toujours depuis l'écran de verrouillage, un petit paquet soigné de fausse diplomatie. Les Moreau essayaient de présenter cela comme des affaires, mais enfermer quelqu'un hors de son propre nom n'était pas des affaires, c'était la guerre. J'ai ouvert l'application bancaire. Je devais retirer mes fonds personnels de tout ce qui était même vaguement lié au réseau familial. Mes doigts planaient au-dessus de l'onglet de transfert. Erreur, accès restreint. J'ai cligné des yeux, j'ai réessayé. Même message, accès restreint. J'ai actualisé, rien n'a changé. Puis j'ai vérifié le fonds d'héritage joint, celui créé par maman avant que le cancer ne progresse, celui auquel je contribuais depuis des années. Même erreur. J'ai appuyé sur le bouton d'aide. Une fenêtre de chat s'est ouverte, joyeuse comme toujours, bonjour, comment pouvons-nous vous aider? J'ai tapé, pourquoi mon accès est-il restreint sur le compte se terminant par 3497? La réponse est arrivée 3 minutes plus tard, selon les instructions de l'exécuteur testamentaire, toutes les modifications de compte doivent être autorisées par le représentant désigné. Solange, bien sûr, c'était elle. Ils n'avaient pas seulement fermé une porte, ils avaient scellé chaque fenêtre, chaque évan, puis avaient souri en le faisant. J'ai quitté l'application. Pendant un instant, je ne sentais plus mes mains. J'ai ouvert le chat de groupe familial, en partie par réflexe, en partie par habitude. J'avais besoin de quelque chose pour me rassurer, pour me rappeler que je n'hallucinais pas la trahison. C'était parti. Le fil de discussion qui existait depuis le diagnostic de maman,
où nous partagions des mises à jour, des notes de médecins, des photos de famille, n'était plus sur mon écran. J'ai fait défiler les fiches archivées, rien. J'ai tapé un message dans la barre de recherche, sachant qu'il n'arriverait pas, aucun résultat. Non seulement ils avaient bloqué mes comptes, mais ils m'avaient aussi retiré des salles numériques, celles où les décisions étaient prises, les blagues échangées, les repas planifiés. Je n'étais pas juste hors de la boucle, j'étais supprimé. Je me suis levé, toujours en robe de chambre, et je suis allé à mon bureau. Il n'y avait pas de colère dans mon souffle, pas de cri. J'ai ouvert mon lecteur sécurisé et j'ai créé un nouveau dossier, préparation alpha 1B. À l'intérieur, j'ai glissé des captures d'écran, des erreurs horodatées, les emails de réponse au chat, une copie de la chronologie du testament, mes notes du rejet de l'avocat de la succession. Puis j'ai ouvert un ancien portail lié à des sociétés écrans que j'avais créées il y a 10 ans, à l'époque où j'avais juste assez de vision et juste assez de méfiance pour me prémunir. J'ai commencé à rediriger les comptes l'un après l'autre à travers des entités au Luxembourg, en Suisse et aux îles Caïmans. S'il voulait m'effacer, il devrait passer des années à démêler le fil d'Ariane. Avant le déjeuner, j'ai rédigé une lettre de mise en demeure, non pas par émotion, mais par précision. À qui de droit, vous êtes par la présente informé que toute obstruction continue de l'accès aux actifs, compte ou communication sous le nom de Delphine Meunier sera considérée comme une violation directe du devoir fiduciaire et entraînera des recours juridiques immédiats. Tous les cas sont documentés. Ceci n'est pas un avertissement, c'est une déclaration. Je l'ai signé numériquement et l'ai envoyé dans la boîte de réception de Solange, avec copie à l'équipe juridique qui représentait autrefois maman. Pas de menaces, pas de dramatisme, juste un enregistrement. En soirée, j'étais de retour à la table de la cuisine, sirotant du thé froid, quand le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Il n'y avait pas de voix humaine, juste une voix robotique, plate et mécanique, nous savons ce que vous faites. Vous avez rendu cela personnel. Je n'ai pas hésité. Je suis né là-dedans, dis-je calmement. Vous l'avez rendu personnel le jour où vous avez réécrit mon nom. Et puis j'ai raccroché. La pièce où j'entrais n'était pas seulement une réunion, c'était une scène. Mais avant que j'y arrive, avant la salle de conférence, les poignées de main, la fausse civilité, ils avaient tenté de baisser le rideau sur moi complètement. Cela commença par une fuite, du moins c'est ainsi qu'elle fut étiquetée lorsqu'elle arriva dans ma boîte de réception, transférée par quelqu'un d'Aura Biotech qui avait encore la décence d'être mal à l'aise. Le document semblait soigné, subtil, comme toutes les choses dangereuses, bref interne du Breuil Participation. Là, en gras, se trouvait la première ligne, au vu des tensions récentes autour de la succession, nous souhaitons exprimer notre inquiétude concernant la santé de mademoiselle Delphine Meunier. Des comportements récents suggèrent un schéma d'instabilité émotionnelle qui requiert compassion, discrétion et distance. Ils ne m'ont pas traité de folle, ils m'ont appelé fragile. J'ai fixé l'écran, ma mâchoire si serrée que mes masséters me faisaient mal. Mon nom était mal écrit, Meunière, au lieu de Meunier, non pas une fois mais 3 fois dans le document. En termes officiels, ce n'est qu'une faute de frappe, mais j'avais déjà vu cette ruse, changer un nom et soudain vos dossiers ne correspondent plus, soudain votre autorité, votre titre, votre place à la table sont remis en question. C'était chirurgical, un effacement silencieux masqué en protocole. Et puis vinrent les captures d'écran, des messages privés de fils de discussion familiaux, pas le chat de groupe dont j'avais déjà été exclu, mais un autre séparé, rempli d'empathie latérale. Elle n'a jamais été tout à fait normale, pauvre Delphine. Elle a toujours eu du mal à suivre. Un message du numéro de Solange fut le plus douloureux, je fais ce qui est le mieux pour elle, quelqu'un doit le faire. J'ai appelé Julie d'Aura Biotech. Elle était conseillère au conseil d'administration depuis des années et l'une des rares personnes qui me prenait au sérieux, même lorsque j'étais silencieuse lors des réunions. Tu l'as vu, demandai-je. Une pause. Oui. Tu le crois. Une autre pause. Je ne pensais pas que c'était vrai, mais ta sœur a transmis quelque chose sur une dépression confidentielle. La ligne est devenue silencieuse. J'ai raccroché. Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté. J'ai ouvert une fenêtre, laissé entrer l'air et laissé les mensonges glisser sur moi comme la pluie. Ils ne me combattaient pas avec des preuves, ils me combattaient avec des murmures. L'arme la plus efficace n'était pas l'accusation, c'était la préoccupation. Ils me dépeignaient non pas comme volatile, mais instable, non pas dangereuse, juste trop fragile pour être digne de confiance.
Le genre de narration qui vous fait paraître défensif au moment où vous le niez. Ne pas expliquer, exposer. J'ai rédigé une déclaration, non de moi, mais de l'équipe juridique d'Aura Biotech. La fondatrice et visionnaire financière Delphine Meunier reste pleinement opérationnelle, engagée dans son rôle de leadership et examine actuellement les questions juridiques concernant les avoirs immobiliers privés. Toutes les structures internes restent intactes. C'était bref, froid, mais pour ceux qui observaient attentivement, c'était suffisant. Le lendemain, j'ai mené ma propre campagne silencieuse, réaffirmant les contrats, réactivant les journaux de mai, rétablissant les lignes d'autorité traçables dans les bases de données publiques. Tout ce que j'avais, je l'ai sécurisé. Et pourtant, je savais que ce ne serait pas suffisant pour arrêter ce qui était déjà en marche. Cette nuit-là, alors que je fermais mon ordinateur portable et me penchais en arrière sur ma chaise, un email est apparu. Pas de sujet, pas de nom, juste du texte, belle tentative, mais il vous efface déjà du tableau. Cette fois, plus vite. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu avec une seule ligne, qu'il peigne. Je suis sur le point de changer toute la toile. La pièce où j'entrais n'était pas seulement une réunion, c'était une scène. Dubreuil Participation ne gaspillait pas d'argent en modestie, des murs vitrés du sol au plafond, des murs lambrissés de noyer, une table de salle de réunion sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la première maison que j'avais jamais louée. Tout dans cette pièce criait la puissance maîtrisée. J'entrais à exactement 9h58, juste assez tôt pour signaler la ponctualité mais assez tard pour forcer tout le monde à lever les yeux lorsque les portes se refermèrent derrière moi. J'étais vêtu de gris anthracite, sans fioritures, sans distraction, les cheveux attachés, pas de bijoux, mais la montre que ma mère m'avait laissée. Chaque siège était occupé. Laurent était assis en bout de table, ses doigts soigneusement croisés sur la table comme un juge sur le point de rendre son verdict. Solange, à sa droite, portait ce masque parfaitement construit qu'elle utilisait chaque fois que des caméras étaient présentes, même s'il n'y en avait aucune aujourd'hui. Pourtant, personne ne me salua, personne ne se leva, mais personne ne me dit non plus de partir. Je me dirigeai vers l'extrémité de la table, ouvris mon ordinateur portable sans un mot et me connectai à l'écran de conférence murale. La première diapositive apparut instantanément, vérification de la chronologie de la succession et journal des écarts. Je ne parlais pas pendant 10 secondes complètes. Je les laissais s'y asseoir, les laissais se demander si je bluffais. Puis, avec une précision mesurée, je commençai, ceci est un compte rendu chronologique de chaque document juridique lié à la succession Meunier au cours des 10 dernières années. Il comprend les métadonnées de signature, les journaux d'accès et les chaînes de contrôle des documents. L'écran défila à travers les pages, les emails, les dates, même les adresses IP. Puis vint l'image qui changea l'air dans la pièce, une copie scannée du contrat que l'on m'avait dit avoir signé à 21 ans, une clause de procuration qui donnait à Laurent le contrôle sur certains actifs financiers pour sa protection. Cette signature, dis-je calmement, a été signée un jour où j'étais à Milan, parlant lors d'un sommet de recherche. Voici la carte d'embarquement, la photo horodatée et la transcription du discours que j'ai donné cet après-midi-là. Silence. Personne ne bougea. Puis l'écran changea à nouveau, cette fois vers un tableau de bord, Aura Biotech, mon investissement original, le trust qui y était lié, le fonds que Solange et Laurent supposaient avoir été vidé ou dissous. J'aimerais vous montrer le statut du compte de fiducie 217A, dis-je. Il a été activé il y a 10 ans, contrôlé exclusivement par moi. Aujourd'hui, il détient 1 milliard d'euros d'actifs. Je fis une pause. Un clic. Transfert initié. L'écran clignota une fois, puis afficha la confirmation, transféré à G3 Capital Gestion à mon nom en totalité. On pouvait sentir l'oxygène s'échapper de leurs poumons. Laurent regardait comme s'il ne pouvait pas comprendre les chiffres. Les yeux de Solange se tournèrent vers la fenêtre comme si elle cherchait une issue de secours. Ce n'est pas ce que maman avait l'intention, dit-elle enfin, sa voix plus mince que d'habitude. Je la regardai droit dans les yeux. Non, c'est exactement ce pourquoi elle vous a préparé. Vous pensiez juste que je ne me réveillerais jamais. Personne n'a discuté, aucun vote n'a eu lieu. La réunion s'est terminée sans ajournement. Un par un, ils se sont levés et sont partis en silence, sans même prendre leur bloc-notes. Je suis resté, j'ai ramassé mes affaires, j'ai fermé l'ordinateur portable lentement, délibérément. Alors que je glissais le dossier dans mon sac, un cadre subalterne que je reconnaissais à peine passa, puis s'arrêta. Il regarda la table, puis me glissa quelque chose, une petite note pliée sur du papier à en-tête de l'entreprise.
Il prépare quelque chose, lisait-on. Faites attention à vos arrières. Je ne tressaillis pas, ne posez pas de questions. J'ai juste hoché la tête une fois et me suis murmuré, qu'il fasse. Je viens de renverser la table. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être dites, elles ont juste besoin d'être vécues. Le lendemain de l'implosion de la salle de conseil, je suis resté chez moi. Pas de réunion, pas d'appel téléphonique, juste moi et un silence si épais qu'il ressemblait à une seconde peau. Ce n'était pas encore la paix, c'était le léger bourdonnement qui suit la destruction. Je me suis assise dans le salon, recroquevillée sur le bord du canapé, mon café refroidissant et intact dans ma main. À la télévision, une présentatrice souriait à travers un segment sur les transitions de leadership d'entreprise. Mon nom n'a jamais été mentionné, mais Solange l'a été. Moreau se retire du conseil d'administration de Dubreuil Participation, invoquant une concentration personnelle et le bien-être, lut le président. Pas de mention de signature falsifiée, pas de reconnaissance du transfert d'1 milliard qui venait de secouer les fondations de l'entreprise, pas de reconnaissance de ce qui s'était réellement passé dans cette pièce. Ils l'ont déformé, bien sûr, ils l'ont toujours fait, habillant leur retraite de soi et l'appelant stratégie. Je n'attendais pas d'applaudissements, mais j'attendais que la vérité ait plus de poids. Plus tard ce soir-là, j'ai mis une robe noire et des talons et j'ai assisté à un gala de bienfaisance auquel j'avais répondu des semaines plus tôt. Je suis arrivé à l'heure, j'ai foulé le tapis rouge avec la même prestance que j'avais dans les salles d'audience et les collectes de fonds. J'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai joué mon rôle jusqu'à ce que la cérémonie de reconnaissance commence. L'hôte énuméra les noms, contributeurs, partenaires, familles fondatrices. Il y eut une brève pause avant ce qui aurait dû être le mien, puis rien. Ils m'ont sauté. L'une des organisatrices, une femme que je connaissais depuis des années, me regarda directement puis détourna le regard, comme si elle l'avait répété, comme si cela lui faisait plus de mal que cela ne me surprenait. Quelques têtes se tournèrent, quelques regards évitèrent le mien. Je restai immobile, applaudissant le nom suivant comme si je n'avais rien remarqué, mais je l'avais. Ils ne pouvaient pas me contredire, mais ils refusaient toujours de dire que j'avais raison. C'était leur coup final, s'ils ne pouvaient pas me faire taire, ils me dilueraient, laisseraient le monde croire que j'étais juste là, présente mais périphérique. Je n'ai pas riposté, je n'ai pas écrit de de colère, je n'ai pas pris le micro pour corriger le dossier, parce que le silence n'est pas une reddition. Parfois, le silence est la preuve d'une victoire trop grande pour être contestée. De retour chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé un message d'un membre du conseil d'administration d'Aura Biotech, je voulais juste que vous sachiez que tout le monde n'a pas voté avec eux. J'ai fixé le message un instant, puis je l'ai fermé. Une semaine plus tard, Aura Biotech a franchi une valorisation de 1,2 milliard d'euros. Pas de presse, pas de fanfare. J'ai signé le document qui faisait de moi l'actionnaire majoritaire, seul dans mon appartement, vêtu d'un jogging et d'un sweat à capuche. Pas de cérémonie, juste de l'encre sur du papier et une longue expiration après. Après cela, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti la plaque nominative du gala, celle où ils avaient encore mal orthographié mon nom, Mademoiselle Maillard, pour une faute de frappe plausible en français, comme si j'étais un simple substitut pour quelqu'un d'autre, comme si le bon nom était encore trop pour eux. Dessous, j'ai glissé la note manuscrite de ma mère à sa place, celle qu'elle m'avait laissée il y a des années. Je l'avais lue tant de fois que je connaissais chaque courbe de son écriture. Ils ne diront toujours pas mon nom correctement, murmurai-je à voix haute, mais ils n'oublieront jamais qui j'étais. Chaque héritage n'est pas hérité, certains sont réécrits, douloureusement, fièrement, personnellement. C'était un vendredi matin quand le colis est arrivé. Pas de nom sur l'étiquette, juste mon adresse dans une écriture cursive familière. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Je pensais que c'était un autre rappel silencieux d'une famille qui avait fait du silence sa langue la plus pratiquée. À l'intérieur, il y avait une seule clé USB, pas de notes, juste un autocollant avec l'écriture de ma mère, pour elle seule. Je l'ai branché sur mon ordinateur portable sans attente. Ce qui s'est chargé était une vidéo granuleuse enregistrée dans sa chambre, peut-être des semaines avant son décès. L'éclairage était médiocre, sa voix faible, mais ses yeux, ils m'ont tenu. Delphine, dit-elle lentement, comme si les syllabes elles-mêmes demandaient un effort, je sais qu'ils t'ont fait sentir comme une ombre, mais tu es la lumière qui maintient cette famille réelle. Je n'avais pas réalisé que j'avais arrêté de respirer jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Plus tard dans la journée, la sonnette sonna. C'était mon beau-père. Je ne l'avais pas vu depuis près d'1 an. Il avait l'air plus vieux, ou peut-être n'avais-je pas remarqué à quel point il semblait toujours fatigué quand maman était encore en vie.
Il tenait une petite enveloppe légèrement jaunie, le sceau toujours intact. Elle a écrit ceci la semaine avant de perdre sa voix, dit-il, les yeux évitant les miens. J'étais censé te le donner, mais je ne l'ai pas fait. J'avais peur, je ne voulais pas de bagarre. J'étais un lâche. Il me l'a tendu et je ne parlais pas, ne bougeais pas, me contentais de hocher la tête une fois et de refermer la porte derrière lui. J'ai lu la lettre assise en tailleur sur le sol, le dos contre la bibliothèque. C'était court, doux, sa voix à l'encre, je t'ai laissé des instructions pour que tu guides. S'ils écoutent, guide-les. S'ils ne le font pas, prends ce qui est à toi. Ils essaieront de t'effacer. Je connais mes filles, mais toi, tu as toujours été celle qui savait où la fondation se fissurait. Il n'y avait pas de métaphore, pas de drame, juste la vérité. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas explosé de rage. J'ai plié la lettre, l'ai placée à côté de la clé USB et ai porté les deux vers la petite boîte en bois que je gardais dans mon bureau. Je les déverrouillés, les ai posés à l'intérieur et les refermés lentement, non pas pour les cacher, mais pour les préserver, preuve que je n'avais pas imaginé la chaleur, que le froid était venu plus tard, que quelqu'un m'avait un jour choisi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube, j'ai versé un café et j'ai regardé le soleil monter à l'horizon comme s'il n'avait rien à prouver. J'ai pensé à tout ce qu'il m'avait pris, ma place à la table, mon nom dans le dossier, ma voix dans la pièce. Ils ont volé mon nom dans des pièces pleines de bruit, murmurai-je, mais elle me l'a rendu dans un murmure. Vers midi, je me suis assise à mon bureau pour vider mes emails. La plupart étaient des routines, quelques clients, un Dora Biotech confirmant les transferts d'actions. Puis je l'ai vu. Objet, confirmation de nomination aux conférences nationales sur le leadership féminin. Vous avez été nominé pour prendre la parole à notre conférence annuelle. Vous avez été recommandé par quelqu'un qui croit au pouvoir discret. Nous serions honorés de vous faire partager votre histoire. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, j'ai fixé l'écran pendant longtemps. Personne ne m'avait jamais demandé de parler, ni aux fêtes, ni aux réunions du conseil d'administration, ni même aux funérailles de maman. Et maintenant, on me demandait de parler parce que je n'avais pas crié, parce que j'étais restée immobile, silencieuse, et que j'avais construit quelque chose pendant qu'ils étaient occupés à me déchirer du cadre. J'ai cliqué sur « Accepter », j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai murmuré, plus à moi-même qu'à quiconque, ça recommence. Cette fois, à mes conditions. Certains chapitres ne se terminent pas par la vengeance, mais par la libération. La boîte était petite, de la même taille que lorsque je l'avais envoyée pour la première fois, sauf que maintenant elle portait un tampon rouge, retour à l'expéditeur. Mon écriture était toujours là, un peu maculée par les intempéries ou la négligence, mais incontestablement la mienne. Je l'ai posée sur la table de la cuisine, ne l'ai pas ouverte tout de suite. C'était le cadeau d'anniversaire que j'avais envoyé à ma mère des mois avant sa mort, une délicate écharpe tissée avec ses bleus-verts préférés, accompagnée d'une carte manuscrite. Quand j'ai enfin soulevé le couvercle, l'écharpe était intacte, toujours pliée comme je l'avais emballée. La note est restée scellée. Je savais avant de le confirmer qu'elle ne l'avait jamais vue. Quelques heures plus tard, j'ai reçu la confirmation de quelqu'un qui travaillait autrefois à l'hôpital, Solange lui en avait donné une identique le même jour, ils ont dit qu'elle l'avait choisie elle-même. Bien sûr qu'elle l'a fait. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas explosé de rage, j'ai juste expiré. Ce soir-là, alors que le ciel virait au rose poussiéreux et que le printemps effleurait les vitres, mon téléphone sonna. C'était elle, Solange. Je n'ai pas répondu tout de suite, l'ai laissé sonner jusqu'au bord de la messagerie vocale, puis j'ai décroché. Sa voix sonnait différemment, plus douce mais creuse. « Je ne m'attendais pas à ce que tu gagnes, dit-elle. »« Je ne suis pas venu pour gagner, répondis-je. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « Mais je ne pensais pas que tu brûlerais tout. » Je me tenais près de l'évier, une main agrippant le bord du comptoir. « Je n'ai rien brûlé, dis-je. J'ai juste arrêté d'arroser ce qui me tuait. » Il y eut un long silence, pas lourd, juste honnête. « J'ai toujours été meilleure pour faire semblant que tout allait bien, dit-elle finalement. Tu l'as fait plus proprement que je n'aurais jamais pu le faire. Je ne l'ai pas remercié, je n'ai pas offert de pardon. Certains liens ne se rompent pas, ils se desserrent juste jusqu'à ne plus rien retenir du tout. Après avoir raccroché, je n'ai pas ressenti de clôture, juste de la clarté. Je suis allé à mon bureau et j'ai ouvert le tiroir contenant les derniers documents, notes légales, pages scannées, tout le carnage administratif laissé après avoir combattu des gens qui auraient dû me protéger. J'ai sorti le testament falsifié,
je l'ai tenu longtemps, puis je l'ai tranquillement brûlé. Non par vengeance, non parce que j'avais besoin de revanche, mais parce que j'en avais marre de le laisser à côté de choses qui avaient une réelle signification. J'ai gardé la lettre de ma mère, la clé USB, celle-là n'allait nulle part. Au moment où le soleil se couchait derrière la ligne d'horizon, j'avais nettoyé le tiroir, le poids des vieilles querelles, des vieux noms, des vieux fantômes, tout était enfin catalogué et clos. Je me suis versé du thé, je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé les lumières de la ville s'allumer comme des étoiles, trop fier pour attendre l'obscurité. Mon téléphone a vibré doucement sur la table à côté de moi, un email. Objet, redéfinir le pouvoir aux confirmations finales de l'orateur. Je ne l'ai même pas ouvert. L'objet disait tout. Ils continueront à réécrire l'histoire, murmurai-je, mais j'ai cessé de demander une page. Certains noms sont murmurés avec peur, d'autres sont prononcés avec pouvoir. Le mien sera rappelé en silence. La salle de bal de la conférence nationale sur le leadership féminin ne ressemblait en rien aux espaces où j'avais combattu auparavant, pas de murs lambrissés de noyés, pas de regard de salle de réunion surveillée, juste une mer de visages inconnus, des étrangers qui ne s'intéressaient pas aux arbres généalogiques mais à ce que vous aviez traversé. Les lumières s'éteignirent. Mon nom apparut sur l'écran, orthographié correctement pour une fois, veuillez accueillir Delphine Meunier. Des applaudissements s'élevèrent, non pas tonitruants, mais constants, comme une reconnaissance, pas une obligation. Je m'avançai lentement, faisant chaque pas comme si je posais une brique sous mon propre nom. Au pupitre, je laissai le silence s'installer un instant avant de commencer. Je n'ai jamais voulu de guerre, dis-je, ma voix égale et stable. Je voulais seulement une place. Quand aucune ne fut offerte, j'ai construit la table. Je n'étais pas là pour leur parler de trahison, pas directement. J'étais là pour parler de structure, de stratégie, du genre de force tranquille qui survit au bruit, le genre que l'on construit dans l'ombre pendant que tout le monde regarde les projecteurs. Je leur racontais l'histoire, des bribes, sur ce que cela signifie d'être effacé, d'être rendu invisible tout en étant au centre du cadre, sur le silence utilisé comme une gomme et le silence utilisé comme une armure. Ma voix trembla une fois quand je dis, ils m'ont traité d'instable parce que je n'ai pas crié. Ils m'ont traité d'ingrate parce que je ne me suis pas incliné. Mais elle se stabilisa, elle le faisait toujours. La pièce ne bougea pas de tout, pas de murmure, juste des respirations partagées. À mi-parcours, je fis une pause, regardai les rangées de femmes, dirigeantes d'entreprises, mères, bâtisseuses de communautés, des gens qui savaient comment la douleur pouvait polir. Il y avait un homme, dis-je, qui m'a un jour regardé en face et a dit « Nous ne servons pas les mendiants ». Je laissai cette phrase flotter. Puis je souris, lentement et sincèrement. Drôle, dis-je, maintenant ils font tous la queue pour me servir. Pas un rire, juste l'immobilité. Puis lentement, les mains se joignirent, pas tout en même temps, pas une ovation debout, mais quelque chose de mieux, des applaudissements soutenus et durables. Quand je descendis de la scène, je ne regardai pas en arrière. Je suis rentré chez moi le lendemain. L'air devant mon appartement était différent, ou peut-être que c'était moi. La lourdeur était partie, remplacée par quelque chose de plus stable, non pas de la fierté, non pas de la paix, mais une place. Dans le courrier, une lettre sans adresse de retour. À l'intérieur, un simple bout de papier tapé, tu as parlé pour nous toutes. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai plié et l'ai placé dans le tiroir à côté de la note de ma mère. Cette nuit-là, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas planifié, je me suis juste assise près de la fenêtre, le thé refroidissant sur le rebord, et j'ai regardé la ville expirer sous moi. Je n'ai pas juste survécu à eux, murmurai-je, je les ai dépassés. Ce n'est pas la fin d'un nom, c'est le début d'un héritage. Parfois, le pouvoir le plus retentissant est celui qui ne crie pas, il refuse simplement de disparaître. Si vous avez suivi mon histoire depuis le début, vous savez maintenant que je n'ai pas gagné parce que j'ai crié plus fort. J'ai gagné parce que je suis resté debout longtemps après que les cris aient cessé. Il y a eu des jours où j'ai remis en question ma valeur, des moments où j'ai cru leur version de moi, et des nuits où je voulais disparaître dans le silence qu'ils m'imposaient. Mais ce que j'ai appris, ce que je veux que vous reteniez, c'est que votre valeur ne vient pas de ceux qui vous applaudissent. Elle vient de savoir profondément et tranquillement qui vous êtes quand personne ne regarde. À tous ceux qui ont déjà été effacés, ignorés ou réécrits par la peur ou l'ambition de quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas seul. Peut-être êtes-vous le frère ou la sœur qui a été laissé de côté de l'histoire, le collègue ignoré, l'enfant oublié dans les politiques familiales. Peut-être êtes-vous la personne discrète à l'arrière,
construisant votre propre table pendant que tout le monde se bat pour une place. Parlez quand vous êtes prêt, et parlez d'une manière qu'ils ne pourront ignorer. Maintenant, je veux vous entendre, vous êtes-vous déjà senti invisible à cause des personnes qui auraient dû vous voir le plus? Qu'avez-vous fait ou qu'auriez-vous aimé faire? Commençons cette conversation dans les commentaires. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a fait faire une pause, pleurer ou respirer un peu plus profondément, laissez un dans les commentaires ou dites-moi d'où vous regardez. Et, si ça ne vous a pas plu, dites-moi pourquoi, je suis là pour écouter aussi. Et n'oubliez pas, si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine. Plus d'histoires arrivent, des histoires sur la force tranquille, les secondes chances et le pouvoir de ne pas abandonner. Je vous y retrouverai.